D'accord. Donc, Annick, c'est à toi pour 20 minutes. Voilà. Alors, ça marche? Vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai la lourde tâche de terminer cette riche journée avec plein de sujets passionnants. Pour ma part, je vais vous faire part d'une réflexion symbolique sur un paradoxe éthique qui est apparu au cours d'un processus de recherche que nous avons mené avec mes collègues Geneviève Pierrard et Carla Vaucher sur la question de l'accompagnement à l'autodétermination des personnes présentant une déficience intellectuelle. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que ma présentation fait particulièrement écho à la présentation de Madame Lambert et de Monsieur Aubé-Lanctot, qu'on a entendu auparavant, mais aussi, bien sûr, à la présentation de mon collègue ici présent. Alors, je vais tout d'abord vous restituer le cadre dans lequel cette réflexion symbolique a pris naissance, en fait. Donc, nous avons mené cette recherche sur l'autodétermination des personnes avec une déficience intellectuelle. Et pour rappel, dans la littérature scientifique, dans le champ des déficiences intellectuelles, l'autodétermination est généralement définie comme faisant référence aux habiletés, aux attitudes requises chez une personne qui lui permettent d'agir directement sur sa vie en effectuant des choix non influencés exagérément par des agents externes. Donc c'est vrai que l'autodétermination fait référence au droit et à la capacité de la personne à être un agent causal dans le but de gouverner sa propre vie. Alors au niveau des définitions, on nous dit aussi que pour qu'un comportement autodéterminé puisse être considéré comme tel, il doit répondre à certains critères. Tout d'abord, il doit être réalisé de manière autonome, il doit être autorégulé, il doit permettre une certaine forme d'autonomisation psychologique ou d'empowerment de la personne, mais il doit aussi traduire son autoréalisation. Alors c'est vrai que dans les recherches dans le champ des déficiences intellectuelles, il est fortement suggéré que ces personnes sont beaucoup plus vulnérables en ce qui concerne le développement de leur autodétermination. Et si l'on se base sur les critères que je viens de définir, on peut aisément se rendre compte qu'au travers des difficultés cognitives, mais aussi au travers des difficultés adaptatives, sociales, pratiques qu'elles rencontrent, leur autodétermination puisse être freinée. Bien sûr qu'il faut aussi prendre en compte le rôle de l'environnement en tant que barrière à l'autodétermination. Je pense ici aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans leur émancipation, notamment en termes de choix professionnels, de choix parentaux, de choix familiaux, etc., etc. Alors, dans notre recherche, nous nous sommes tout particulièrement intéressés à la dimension relationnelle partagée par les personnes avec une déficience intellectuelle et les professionnels de l'éducation sociale dans l'accompagnement à l'autodétermination. Et dans ce cadre, notre question de recherche était la suivante. Comment l'autodétermination est-elle comprise et mise en œuvre par les personnes avec une déficience intellectuelle et les professionnels de l'éducation sociale dans le cadre de la relation d'accompagnement qu'ils entretiennent? Nous avons mené notre recherche dans 3 institutions de Suisse romande. Alors, je sais qu'en Suisse, on a un autre contexte qu'ici au Québec. Chez nous, les personnes qui ont une déficience intellectuelle vivent encore souvent en institution. Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons mis en place une méthodologie participative qui visait ici une approche phénoménologique du concept d'autodétermination dans la relation socio-pédagogique. Nous avons mené 4 focus groups sur une période de 10 mois dans chacune des institutions. On a donc adopté une certaine perspective longitudinale dans notre recherche. Alors ces focus groups engageaient des professionnels et des personnes accompagnées qui étaient couplés en duo. Chaque duo comprenait donc une personne accompagnée avec une déficience intellectuelle et un professionnel. Et c'est bien ces duos qui nous intéressaient et qui constituaient le contexte d'étude, c'est-à-dire le contexte de la relation socio-pédagogique qu'elles partageaient. Les focus groups comportaient chacun entre 2 et 4 duos, soit entre 4 et 8 personnes. Alors nous avons demandé à ces duos de se rencontrer hebdomadairement entre les focus groups afin de parler de l'autodétermination telle qu'elle la vivait au quotidien. Nous leur avons demandé tout d'abord de définir ensemble quelles étaient les situations qui étaient concernées par l'autodétermination des personnes,
Nous leur avons aussi demandé de discuter des besoins qui émergeaient des personnes autour de ces situations, mais aussi d'élaborer ensemble des pistes d'accompagnement. Ces discussions en duo, qui étaient pour rappel menées hebdomadairement entre les focus group, avaient comme rôle de nourrir les discussions plus larges qui étaient menées justement pendant les focus group. Nous voulions par ce biais avoir accès au vécu réciproque et mutuel quotidien par rapport à l'autodétermination, tels qu'ils apparaissaient dans le contexte de la relation socio-pédagogique partagée dans les duos. Alors le but de ma présentation aujourd'hui n'est pas de vous restituer les résultats de notre recherche, mais plutôt justement de vous restituer une réflexion éthique qui s'est révélée lors de l'analyse de nos résultats. En effet, nous avons constaté, à partir du discours des participants à notre étude, qu'il existait un champ de tension dans les pratiques d'accompagnement à l'autodétermination entre, d'une part, le besoin de permettre aux personnes avec une déficience intellectuelle de s'émanciper pour encourager l'expression de leur autodétermination, et d'autre part, le devoir de les protéger, ce qui pouvait s'avérer totalement antinomique avec le développement de leur autodétermination. Alors, comme on a constaté ce champ de tension, notre réflexion nous a poussé à faire une sorte d'analyse symbolique de cette tension afin d'être plus à même d'en analyser le sens et les enjeux cachés. Et dans cette réflexion symbolique, nous nous sommes rendus compte qu'il existait une certaine forme de constellation symbolique autour des personnes présentant une déficience intellectuelle, mais aussi par résonance autour des pratiques des professionnels. Alors, en ce qui concerne les personnes avec une déficience intellectuelle, on s'est rendu compte qu'au niveau des pratiques dans le champ du travail social, le fait que l'archétype du puer aeternus est encore très présent en ce qui concerne la représentation que nous avons de ces personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que le puer aeternus ? Le puer aeternus, c'est cet enfant éternel, incapable de grandir et de se développer, qui est entouré d'une certaine aura d'innocence et de sainteté. Il vit dans un éternel présent, n'ayant ni passé ni d'avenir. Alors ces qualités qui entourent encore souvent les personnes en situation de handicap semblent compenser le fait qu'elles ont été pendant longtemps dans nos sociétés occidentales considérées comme étant l'œuvre du diable ou une forme de malédiction. Maintenant, si on s'intéresse aux pratiques d'accompagnement, nous pouvons discerner l'influence de l'archétype du puer aeternus à travers divers éléments. Tout d'abord, la sexualité des personnes avec une déficience intellectuelle est encore taboue. Leur histoire de vie est mal connue ou inconnue des équipes éducatives. Je me souviens, quand je travaillais comme éducatrice sociale, qu'il était très difficile de reconstituer l'histoire de vie des personnes avant leur intégration à l'institution. C'est-à-dire qu'on avait accès à des bribes de souvenirs, de traces de leur passé, mais il fallait faire tout un travail d'investigation pour avoir justement une vision horizontale de leur parcours de vie. Et en ce qui concerne leur futur, force est aussi de constater qu'elles ont encore très peu de perspectives en termes d'avenir et de développement. Alors, du fait de ce statut d'enfant éternel, les professionnels qui accompagnent ces personnes voient aussi leur pratique influencée, ici par l'archétype de la grande-mère, pas de la grand-mère, mais de la grande-mère, la mère avec un M majuscule. Et ces pratiques, elles semblent recevoir aussi bien l'influence des aspects positifs de l'archétype, je pense ici en termes de soins, de protection, de soutien, que de ces aspects négatifs. Pensons ici à l'abandon ou à la surprotection. On a déjà pas mal parlé de protection durant cette journée. Et l'analyse symbolique de la tension repérée dans notre étude permet d'accentuer la mise en évidence d'une forme de paradoxe au niveau de l'accompagnement. En effet, dans notre étude, les professionnels pouvaient avoir tendance à accompagner les personnes dans leur autodétermination en suivant des pratiques liées à des aspects négatifs de l'archétype de la mère,
C'est-à-dire qu'ils avaient dans ce cas tendance à surprotéger les personnes, avec comme conséquence une incapacité à répondre au but même de l'autodétermination. De telles attitudes avaient comme conséquence le fait de renforcer l'influence de l'archétype du puer aeternus par rapport aux personnes accompagnées, car ces dernières, elles étaient dans l'impossibilité de se confronter à la réalité et par ce biais de se développer. Ce qui était intéressant, c'était de voir que les professionnels semblaient être tout à fait conscients de ce paradoxe. Par exemple, ici, Françoise nous dit par rapport à la personne qu'elle accompagnait et avec qui elle formait un duo dans notre recherche, en même temps, elle a envie d'avancer. Et puis, à force de vouloir des fois aussi trop protéger, on pourrait aussi à un moment donné empêcher d'aller de l'avant. Marc, un professionnel aussi, nous faisait une réflexion plus globale et il posait la question suivante. C'est quoi notre accompagnement? Si on prend par rapport à justement l'autodétermination, c'est quoi? Est-ce qu'on est dans la surprotection, la prise de risque zéro? Ou alors prendre des risques, c'est grandir? Se tromper, c'est grandir? Tous ces concepts-là, je trouve qu'ils viennent avec ce sujet-là. Alors cette tendance à la surprotection semblait contrebalancer le risque chez les professionnels d'adopter des pratiques, elles aussi liées aux aspects négatifs de l'archétype de la mère, soit le fait de laisser les personnes livrées à elles-mêmes dans leur tentative d'autodétermination, avec tous les risques que cela comportait pour eux en termes de responsabilité professionnelle. Marc nous disait à ce propos: nous aussi, nous devons nous autodéterminer par rapport à l'institution finalement, par rapport à notre employeur, savoir jusqu'où on veut aller dans la prise de risque, entre guillemets, ou dans l'accompagnement. Jusqu'où on va? C'est où la limite? Et puis, nous devons nous positionner. Géraldine disait, mine de rien, on fait partie du projet au final. Ici, elle parlait du projet de la personne. En tant qu'accompagnant direct, on est aussi concerné par ce qu'on se dit. Bon, si ça se passe bien, tant mieux, mais si ça se passe mal, on nous tape aussi sur les doigts à nous. Et c'est bien dans ce champ de tension symbolique qu'un dilemme éthique semble apparaître en termes de pratiques d'accompagnement. Ce paradoxe éthique nous pose la question suivante. Que faire pour faire le bien ou que faire pour bien faire? Et dans le cadre de l'accompagnement à l'autodétermination, la question est de savoir comment laisser des personnes vulnérables s'émanciper et qui est responsable des risques que cette émancipation implique de facto. Alors le résultat du processus de notre recherche semble avoir amené une piste de résolution de cette tension, mais ce qui a cependant demandé un très grand changement de paradigme au niveau des pratiques. Nous avons en effet pu observer que notre méthodologie a permis au duo de développer une forme de partenariat au cours de la recherche, grâce aux discussions hebdomadaires qu'ils partageaient, mais aussi grâce aux discussions plus élargies durant les focus group. Les pratiques d'accompagnement à l'autodétermination ont glissé progressivement d'une logique de prise en charge, d'assistanat, vers un partage d'expériences communes et la construction de relations symétriques. Et c'est bien la relation qui semble avoir été le moteur de ce changement. En effet, l'établissement du partenariat a demandé une relecture relationnelle des pratiques d'accompagnement, et ceci aussi bien du côté des professionnels que du côté des personnes accompagnées. Au travers de ce cheminement relationnel tout au long de la recherche, nous avons observé du côté des professionnels une remise en question progressive de leurs pratiques d'accompagnement. Ils ont pris conscience tout d'abord de la peur qu'ils ressentaient lorsqu'ils permettaient aux personnes accompagnées de s'émanciper, et la symétrie relationnelle qu'ils ont expérimentée avec elles a bouleversé leur représentation de ces dernières. Ils ont peu à peu pu les considérer en tant qu'adultes, en dépit de toutes leurs limitations, ce qui fait que leurs pratiques ont évolué. Et ces pratiques, elles ont dévié de la surprotection et elles ont permis de redonner une forme de responsabilité aux personnes avec une déficience intellectuelle par rapport aux décisions qu'elles prenaient.
Le fait de redonner cette responsabilité aux personnes excluait toutefois tout risque d'abandon, on a vu, qui était aussi lié à l'aspect négatif de l'archétype de la mère. Pourquoi ? Parce que le partenariat engageait les professionnels à rester présents aux côtés des personnes durant tout leur cheminement. On a pu voir donc peu à peu, au niveau des pratiques, comme un dégagement des aspects négatifs de l'archétype de la mère. Les aspects positifs restaient, le soutien, l'aide, etc. Et puis, peu à peu, une ouverture vers l'archétype du père. Qu'est-ce que c'est que l'archétype du père ? L'archétype du père, il nous permet en fait de nous confronter à la réalité, de sortir de la symbiose avec la mère pour nous confronter au monde qui nous entoure et du coup pour pouvoir nous développer. Alors Géraldine nous disait, lors des derniers focus group qu'on avait menés dans leur institution, après oui, il faut lâcher, faire confiance, ils sont pleins de capacités, des fois ils nous surprennent aussi. C'est ça en fait, c'est le juste milieu entre encourager et puis être quand même conscient des risques, c'est pas toujours facile. Maintenant, l'établissement de cette relation symétrique de partenariat a aussi permis aux personnes avec une déficience intellectuelle d'être considérées dans les échanges, de s'exprimer, de s'engager elles aussi dans une forme de responsabilisation par rapport aux décisions qu'elles ont prises pendant le processus de recherche. Cela leur a permis d'expérimenter un autre statut que celui d'enfant éternel, de puer aeternus. Elles ont pu s'ouvrir peu à peu vers une responsabilisation et le statut d'adulte. Et Rebecca, aussi, une personne accompagnée avec une déficience intellectuelle, nous disait lors du dernier focus group, « faut qu'on fasse, nous, l'expérience, parce qu'en étant à le nom de l'institution, on est déjà beaucoup en institution. Et s'ils nous interdisent encore de faire quelque chose d'autre, on n'a pas la même expérience qu'eux. Par exemple, si maintenant ils nous disent « bon, vas-y, va faire ton expérience, et puis je me casse la gueule », au moins ça ne serait pas vers eux que je me retournerais. Mais en disant « c'est de ma faute, parce que c'est moi qui ai voulu aller trop vite », il faudrait que nous, on se casse la gueule pour qu'on puisse apprendre aussi. Alors voilà, au terme de cette présentation, nous ne souhaitons, c'est bon, je vais y arriver, nous ne souhaitons pas présenter le partenariat comme étant la panacée ou la réponse suprême à la tension présentée plus tôt, parce qu'au terme de notre recherche, nous avons mené une analyse subséquente par rapport à ce partenariat qui ne faisait pas partie de nos objectifs de recherche, mais qui s'est révélé vraiment en cours du processus. Nous avons été tout à fait conscientes que la mise en place du partenariat est liée à de très nombreux enjeux systémiques. Pensons à des enjeux sociétaux, des enjeux institutionnels, des enjeux relationnels, mais aussi des enjeux individuels. Nous considérons cependant qu'il représente une piste intéressante parce qu'il implique un changement de paradigme en termes de pratique d'accompagnement des personnes en situation de handicap, et il s'inscrit dans ce sens pleinement dans la tendance actuelle qui revendique une approche participative et inclusive de ces dernières. Et le partenariat remet aussi sur le devant de la scène ce qui constitue le sel même de l'action sociale, c'est-à-dire la relation, comme on en a parlé avant. Et il met aussi en avant toute la question des savoir-être dans les pratiques d'accompagnement. Et aussi comment enseigner ce savoir-être lors de la formation. Il y a plein d'enjeux aussi qui apparaissent à ce niveau-là. Pour terminer, je souhaite citer Martine Beauvais dans son essai qui s'intitule « Vers une éthique de l'accompagnement » et qui nous dit « De la même manière qu'on ne n'est pas humain, on le devient, on ne n'est pas autonome, on le devient, et notamment par l'action d'autres humains envers nous-mêmes. L'injonction à l'autonomie est une injonction paradoxale et ce n'est que la prise de conscience de ce qu'elle peut signifier qu'accompagnés et accompagnants pourront produire du sens qui les relie. » Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Annick.